Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de ce mardi 16 octobre. En ouverture de cette édition, nous nous rendrons au Mexique où les ballets de Monte-Carlo effectuaient une tournée. Nous reviendrons en Principauté pour vous faire un coup de projecteur sur les imprévus de l'Académie Princesse Grace. Nous irons dans les locaux de l'Association des jeunes de Monaco où des ateliers VIH étaient organisés. Nous assisterons au match de Monaco Basket Association qui avait lieu ce samedi et nous terminerons avec notre Focus Info consacré cette fois-ci au 17e sommet de la francophonie à Yerevan, en Arménie. Parlons musique et prenons la direction du Mexique où une récente tournée des ballets de Monte-Carlo a eu lieu. Il s'agissait de 6 représentations de l'AC de Jean-Christophe Maillot. José Sacré vous en dit plus. Du 2 au 14 octobre, les ballets de Monte-Carlo étaient en tournée au Mexique, à Guadalajara tout d'abord, la deuxième ville du Mexique peuplée de près de 3 millions d'habitants. Guadalajara est au carrefour de l'avant-garde du Mexique moderne et de l'ancien monde, une ville animée par une vie culturelle d'une extraordinaire richesse et notamment dans le nouveau quartier Zapopan où se trouve l'université de Guadalajara, une magnifique et imposante bibliothèque et un théâtre ultramoderne. Un théâtre qui possède 4 salles dont la salle Placido Domingo où la compagnie des ballets de Monte-Carlo a donné 3 représentations de l'AC de Jean-Christophe Maillot devant plus de 5000 spectateurs. Avant de se rendre à Guanajuato, où les ballets de Monte-Carlo étaient les invités du festival Cervantino. Le festival Cervantino, l'un des plus importants d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, présente durant 18 jours plus de 100 spectacles d'artistes et de compagnies de théâtre, de musique et de danse du monde entier. Après chaque spectacle, les rues sont envahies par une foule incroyable, joyeuse, entraînée par des musiques venues de partout, mais essentiellement du Mexique, avec des dizaines de groupes de mariachi. Nous reviendrons plus tard sur cette tournée des ballets de Monte-Carlo au Mexique au cours d'un focus le 25 octobre prochain. Jusqu'au 17 octobre se déroule la première session d'imprévu de la saison et c'est des jeunes danseurs de l'Académie Princesse Grace que le public découvre ainsi. Retour sur cette première soirée avec Alexandra Pagny. Ambiance studieuse pour cette première série d'imprévus. Bar au centre de la scène, le public assiste ce soir à une journée classique des jeunes élèves de l'Académie Princesse Grace. L'objectif de cette soirée, montrer la dimension pré-professionnelle de cette école, ouverte au cœur de la Principauté en 1975 et qui a rejoint la compagnie des ballets de Monte-Carlo en 2009, dirigée depuis par Luca Massala. On a une promotion de 17 nouveaux élèves qui rentrent à l'académie, alors c'est un peu difficile parce que j'aime bien toujours montrer un peu l'homogénéité de l'académie. En un mois de temps, c'est très dur de le faire. Alors on est resté sur ce qu'on fait tous les jours, une classe de danse, comme je l'avais présenté aussi l'année dernière, c'est-à-dire on voit les élèves les exercices qu'ils font tous les jours pour se préparer après à apprendre des chorégraphies. On fait tout ce qui est danse classique, la classe de danse classique, on fait 2 variations, je présente 2 élèves dans des variations, pas des 2. Et après, je passe dans sa composition, voilà, les élèves qui apprennent à faire les chorégraphies eux-mêmes. Après, je montre dans le côté contemporain un travail de Marco Goeke et un petit travail de Jean-Christophe Maillot. Je montre un travail qui n'est pas du tout abouti, mais c'est ça un petit peu la particularité des imprévus, de regarder de plus près en fait, l'évolution que chaque élève peut avoir. Chaque année, de nouveaux élèves intègrent l'académie, tous d'horizons distincts, Brésil, Japon, États-Unis, mais aussi des Français tels que la jeune Louise qui a choisi de quitter l'école de l'Opéra de Paris pour cette formation ici en Principauté. J'ai fait le stage d'été et ça m'a tellement plu, l'ambiance, le travail demandé, le professionnalisme qu'il y avait ici, la précision qu'on nous demandait ici et puis l'engagement qu'on devait aussi produire, nous les élèves. Ça m'a tellement plu que j'ai voulu venir ici. C'est des exercices qu'on fait tous les jours au cours, donc on est habitué à les faire. On les a un peu répétés et on sait l'ordre dans lequel ils vont se dérouler.
Donc c'est comme une formalité, mais bien sûr c'est en scène, donc on doit paraître bien et rayonnant et passionné. Les élèves de l'académie retrouveront le public à la fin de l'année pour leur traditionnel gala à la fin du mois de juin, la salle Garnier. Quant aux danseurs de la compagnie des ballets de Monte-Carlo, vous pourrez les retrouver sur la scène de l'Opéra de Monte-Carlo les 8 et 9 décembre prochains. Nous nous rendons à présent dans les locaux de l'Association des jeunes de Monaco pour des ateliers de sensibilisation au VIH. Un reportage d'Alexandra Pani. Sensibiliser les jeunes de manière ludique au VIH, voici tout l'enjeu de cette soirée organisée à l'AJM. Des jeunes âgés de 15 à 18 ans. Cette invitation s'inscrit dans le cadre de la prévention VIH-Sida souhaitée par le gouvernement princier et l'association Fightheads Monaco. On a décidé d'augmenter, nous, le gouvernement, et donc mon équipe, on a décidé d'augmenter le nombre de soirées comme celle qu'on va faire ici pour un certain nombre de gens qu'on n'avait pas touché. À partir de quel âge c'est important peut-être de commencer à sensibiliser sur cette question ? Moi je sais que nous on commence en seconde, mais donc là en seconde ils ont 15-16 ans et c'est un bon moment pour commencer. Après en première on les reprend. Une soirée qui se voulait ludique et accessible pour les jeunes, au programme quiz, jeux et ateliers pratiques. Il faut former les jeunes le plus tôt possible pour qu'il y ait dans l'avenir des adultes responsables. C'est vrai qu'ils sont plus ouverts qu'avant, ils parlent plus librement de sexualité, etc. Donc c'est vrai que là, l'avantage, c'est que M. Raison a proposé des ateliers éducatifs et ludiques surtout. Et à la mi-novembre, une réunion plus éducative, cette fois-ci, se tiendra au foyer Princesse Charlène, à l'attention des éducateurs spécialisés de la Direction des Affaires sociales. Une démarche qui a encore une fois l'ambition de sensibiliser le plus grand nombre. Un mot de sport tout de suite. Le Monaco Basket Association a décroché ce samedi sa première victoire de la saison en National 1. Un succès 73-67 face à Roanne. Le récit de la soirée, c'est avec Frédéric Elion. Elles l'attendaient depuis le début de saison, elles l'ont obtenu. Ce week-end, pas épargné par les blessures depuis l'entame du championnat. Et après 3 défaites consécutives, les filles du Monaco Basket Association ont remporté leur premier match en National 1 samedi soir au gymnase de l'Annonciade. Face à Roanne, les joueuses d'Olga Tarasenko ont maîtrisé la rencontre de bout en bout, malgré une petite frayeur en fin de match. Dans le sillage d'Alexandra Tchangoué et de Noémie Lemaire, le MBA se détache rapidement, 20-8. Roanne est en panne d'adresse et arrose à 3 points, mais Marine Réolide trouve enfin la cible longue distance, plus 8 Monaco. Juste avant la mi-temps, Coralie Magoni drive et rajoute 2 points, 34-24 à la pause. Dans le troisième quart-temps, Roanne met une grosse pression défensive, une presse tout-terrain payante. Ashley Beverly Kelly vole plusieurs ballons. Alexandra Ilvovskaya enchaîne les paniers. Un 13-2 qui permet aux Forésiennes de passer devant pour la seule fois du match, 43-42. Mais le MBA ne panique pas, Leslie Fournier, Mendy et Bas à l'intérieur redonnent de l'air aux Monégasques, 57-48. Roanne recolle à -2 dans la dernière minute avec ce gros shoot à 3 points avec la faute de Kelly. Mais Monaco sécurise sa victoire sur la ligne des lancers francs dans les dernières secondes, 73-67 pour le MBA. Je peux dire ouf, vraiment, parce que c'est vrai, début de saison, comme vous avez dit, c'est très très dur, surtout quand on perd première ménose, sur deuxième match, deuxième ménose qui est croisée, donc voilà, donc c'est pour une équipe, c'est tout super difficile. Franchement, je suis fière de mon équipe parce que franchement, j'ai des bonnes joueuses, de vrais bons groupes. Et voilà, il nous a manqué un petit déclic et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, on va proposer autre chose que sur 3 premiers matchs. Et dans le cadre d'Octobre Rose, grâce aux dons, le MBA a versé un chèque de 600 € à Pink Ribbon Monaco. Partons pour terminer en Arménie, à Yerevan plus précisément, où le 17e sommet de la francophonie s'est déroulé. Le souverain avait fait le déplacement. C'est votre Focus Info de ce mardi. D'un petit village de quelques milliers d'habitants sous la Première République, Yerevan devient en moins de 50 ans le principal centre culturel, artistique et industriel du pays.
Capitale de l'Arménie, la ville compte aujourd'hui plus d'1 million de résidents et connaît le plus important développement du territoire. Et c'est ici que le 17e sommet de la francophonie s'est déroulé avec pour thématique « Vivre ensemble », un sujet particulièrement d'actualité qui témoigne d'une manière de concevoir le monde. La principauté apporte à sa mesure sa contribution depuis de nombreuses années. Monaco s'engage beaucoup avec la francophonie et Monaco aide beaucoup à mettre en œuvre concrètement sur le terrain des programmes d'appui aux populations en matière d'éducation des filles et des femmes et évidemment surtout en matière d'environnement. Vous avez bien vu qu'il y a une convention spéciale avec notre institut, la francophonie pour le développement durable qui est basé à Québec et qui joue un rôle très majeur sur la prévention du changement climatique. En marge du sommet, Monaco a actualisé pour la 3e fois sa programmation des 4 prochaines années. Un engagement fort qui porte sur des thèmes qui sont chers à la principauté. C'était la participation à la programmation 2019-2022 de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et qui reprend des thèmes qui sont chers au cœur de la principauté et de notre souverain, qui sont l'éducation, avec notamment des programmes qui vont concerner l'éducation des filles, qui vont concerner la lecture, les CLAC, les centres de lecture et d'activités culturelles, la formation de la jeunesse avec le volontariat francophone qui est aussi développé et bien évidemment tous les sujets à caractère environnementaux, défense de l'environnement, projets structurants en matière d'amélioration de l'environnement et tout ce qui concerne ensuite les problèmes de changement climatique. Tout à fait les thèmes qui sont donc la jeunesse, l'éducation et l'environnement que la principauté défend depuis de longue date. La principauté a également renouvelé son soutien financier à l'Institut de la francophonie pour le développement durable en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, j'ai signé une convention avec l'IFDD qui renouvelle une convention ancienne en augmentant assez fortement, puisque c'est plus de 50% le montant qui est accordé pour 4 ans. Donc c'est un montant important, 60 000 € par an, qui sera attribué à l'IFDD, et notamment en faveur d'un projet qui concerne les petits pays insulaires en développement pour développer le tourisme dans ces pays qui sont particulièrement sensibles au changement climatique. En plein cœur de la ville de Yerevan, un village dédié à la francophonie a pris place. Conférences, animations culturelles et expositions. Différentes activités ont invité le grand public à découvrir l'espace francophone. Avec 300 millions de locuteurs en progression de près de 10% depuis 2014, le français est la 5e langue la plus parlée au monde. L'Organisation internationale de la francophonie a établi un rapport, un état des lieux qui authentifie les francophones et le rayonnement de la langue française. C'est vrai qu'il y a une dynamique plutôt favorable, elle repose sur cet usage croissant du français dans des territoires où ce n'est pas la seule langue, et c'est vraiment une caractéristique très forte de la francophonie, de la langue française aujourd'hui, c'est qu'elle est en coexistence avec de nombreuses langues et que néanmoins elle progresse. Mais on n'avait pas forcément mesuré avec précision la manière dont les locuteurs de français utilisaient cette langue aux côtés justement de leur langue nationale, en Afrique subsaharienne, au Maghreb, au Liban. Et on s'est aperçu, grâce à des enquêtes de terrain, qu'elle était de plus en plus présente, et toujours aux côtés des langues nationales, mais parfois même devant les langues nationales. Il y a donc là une dynamique qui est plutôt favorable, mais avec des questions qui restent posées, notamment sur la qualité des systèmes éducatifs, qui sont les vecteurs principaux du développement de cette langue française dans des territoires où ce n'est encore une fois pas la seule langue. C'est par un hommage émouvant à Charles Aznavour que ce 17e sommet de la francophonie s'est ouvert. Cette nouvelle édition a réuni 84 chefs d'État et de gouvernement. Les acteurs de la francophonie sont convaincus que le vivre ensemble autour de valeurs humanistes peut contribuer au renforcement de la cohésion des sociétés. Ces actions témoignent de la valeur de l'OIF, cette organisation qui ne cesse d'innover et de réaffirmer avec conviction ses valeurs dans les actions qu'elle entreprend. Je suis convaincu que l'attractivité croissante de l'OIF exerce auprès de nombreux pays qui souhaitent la rejoindre est le signe de sa bonne santé et de son dynamisme.
C'est en ce sens que l'événement a permis de rappeler l'appartenance de la principauté à la famille francophone, avec une adhésion aux valeurs fondamentales, au respect de la diversité culturelle et à la promotion de l'état de droit. Monaco a depuis la fondation de l'OIF participé à de nombreux programmes et travaux de l'organisation. C'est tout naturellement que nous participons aussi au sommet, aux Jeux de la francophonie aussi, et à d'autres manifestations dans le monde. Et dans cet espace francophone qui est si riche de diversité, de diversité culturelle et traditionnelle, mais aussi riche et porteur d'avenir, parce qu'il y a une large part faite à la jeunesse, et c'est tout à fait remarquable, et c'est à encourager, bien entendu, de plus en plus. Et c'est ce que nous faisons, mais aussi d'un point de vue, vous avez vu toutes les avancées. Il y a d'ailleurs un rapport que j'ai pu voir et auquel la principauté a participé pour certains projets. Cela fait 30 ans que l'OIF se préoccupe de développement durable et de sujets liés au développement durable et à l'environnement. Donc c'est une organisation qui se projette vers l'avenir, tout en bien entendu consolidant ce lien par la langue française, et c'est ce qui nous rapproche d'avoir, et c'est ce que dit bien la formule, d'avoir le français en partage. C'est ce partage qui est important entre tous les États membres. Ce 17e sommet de la francophonie ici à Yerevan s'est achevé par un dîner d'État et en concert. La manifestation a confirmé que la 18e édition se tiendra en 2020 en Tunisie. La 36e conférence ministérielle de la francophonie, quant à elle, se déroulera en octobre 2019 en principauté. Mercredi, un temps toujours très nuageux. Ciel voilé tout au long de la journée, température comprise entre 17 et 21 degrés. Jeudi, le gris restera d'actualité, mais très faible risque de pluie. Retour du soleil vendredi avec des températures en légère hausse. Le premier week-end de la foire en principauté s'annonce globalement ensoleillé, une bonne chose pour tous les amateurs de manège et de gourmandise. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez les films projetés en salle grâce au magazine cinéma signé José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.